Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Depuis la brèche ouverte par Kirikou et la sorcière en 1998, les longs métrages d'animation français se multiplient et commencent à connaître une certaine consécration, symbolisée notamment par le succès de Persépolis en France et à l'international, prix du jury Cannes 2007, César de la première œuvre 2008. Cette reconnaissance est d'autant plus remarquée qu'elle fait figure d'ovni face aux succès américains, qui depuis le Blanche-Neige de 1937 ont monopolisé les écrans et influencé les styles, partout ailleurs. Les longs métrages, leur succès en salle et leurs prix prestigieux sont la boussole des critiques. L'autre passion des discours médiatiques concerne la vitalité du cinéma d'animation français, célébré à juste titre. Troisième producteur mondial d'animation, après les États-Unis et le Japon, première en Europe, la France occupe une place intrigante sur ce marché. Depuis 10 ans, le volume annuel de production audiovisuelle animée dépasse les 300 heures. Il rencontre de réels succès à l'exportation, notamment lorsqu'on le compare aux autres productions audiovisuelles françaises. Mais cette façade de prospérité ne peut qu'être insuffisante pour comprendre un cinéma qui rencontre à peine depuis 15 ans le public en salle et a plus souvent connu au mieux l'ignorance, au pire le stigmate du dessin animé pour enfants. Beaucoup de spectateurs ont grandi au rythme des films Disney puis Pixar, ou même des films japonais dont l'auteur le plus célèbre, Hayao Miyazaki, est plus connu que le plus célèbre de tous les auteurs français. La productivité française est essentiellement le fait des séries pour la télévision à destination des enfants, et c'est sur les chaînes de télévision, plus que dans les salles, que l'animation hexagonale est visible et majoritaire par rapport à l'offre américaine. Entre le box-office et les secrets de fabrication, il nous a paru intéressant de dresser le portrait social et esthétique d'un cinéma à part, dont la nomination elle-même semble problématique. Elle hésite entre le peu usité cinéma d'animation, revendiqué par son milieu, et le populaire dessin animé, qui ne rend pas compte de la diversité des techniques d'animation, et véhicule des connotations jugées stigmatisantes par ses partisans. Nous respectons donc dans cette recherche la terminologie indigène, qui par défaut parle de cinéma d'animation, et appelle son cousin cinématographique, cinéma de prise de vue réelle, cinéma direct, ou cinéma live, selon les époques et les locuteurs, mais jamais fiction. En effet, l'animation ne se veut pas un genre, mais une technique, ou plutôt un ensemble de techniques qui permettent de réaliser des films de tous les genres, du western à la comédie musicale, y compris sur les modes de la fiction, du documentaire ou de l'expérimental. Quelques approches théoriques proposent d'autres termes qui ne sont pas entrés dans le langage courant ou le jargon professionnel, tels que cinéma naturel, cinéma à convention dissimulée ou non dissimulée, ou encore cinéma de prise de vue continue ou de prise de vue discontinue. Sa qualification comme 7e art bis est empruntée à une émission présentée à l'ORTF en 1961, synthétisant sa double revendication d'art cinématographique à part entière. Plus qu'une répétition, le bis indique cette trajectoire parallèle à la prise de vue réelle, antérieure historiquement certes mais mûrier dans son ombre. Inspiré par Brecht, notre titre indique les difficultés rencontrées par cet art, qui s'est heurté à des obstacles que la profession et l'institution ont successivement, et parfois l'une contre l'autre, tenté de vaincre. Le terme de « résistible » a cette qualité particulièrement sociologique de rendre visibles les différentes forces à l'œuvre dans ce qui, a posteriori, peut être lu comme une évolution naturelle. Dans cet espace de relation entre la production et l'institution, entre l'art et l'industrie, nous avons retracé la trajectoire sociale d'un art encore largement méconnu. La consécration tardive qu'on lui connaît aujourd'hui n'avait rien d'évident en effet, il y a 20 ans encore. Comme Arturo Ui, qui n'aurait pu achever son ascension sans l'aide intéressée de certaines personnes, le cinéma d'animation n'aurait pas connu ses derniers développements sans l'intervention d'une politique publique mise en place au début des années 1980, et largement renouvelée ensuite. Son dernier avatar s'est signalé dans le changement de nom du Centre national de la cinématographie, qui a rajouté à son titre en 2011, et de l'image animée. Ce récent soubresaut est éminemment ambigu, car il rappelle douloureusement à certains la discrimination de l'animation comme distincte du cinéma. Je suis extrêmement mécontent que le CNC s'appelle maintenant
le Centre national du cinéma et de l'image animée. C'est une humiliation. C'est une erreur psychologique. Nous faisons du cinéma. Pour d'autres, cela représente une prise en compte officielle longtemps attendue. Ce hiatus ravive encore la nécessité de se pencher sur cette histoire française. Ce cinéma bis, est-il l'objet d'une véritable reconnaissance ou est-il toujours aussi méconnu, dans la façon même dont il est célébré? C'est pour répondre à ces questions simples que nous avons cherché à enquêter sur ce sujet. La question de la reconnaissance est en effet particulièrement centrale à la compréhension de ce monde artistique. Premièrement, la reconnaissance du milieu de l'animation par lui-même, les lois, les héros et les frontières qu'il se donne sont les conditions nécessaires à sa conquête d'une position, en l'occurrence par rapport au cinéma de prise de vue réel, qui reste son grand référent, son frère aîné. Deuxièmement, la reconnaissance institutionnelle s'opère principalement via la mise en place massive d'actions publiques, mais paradoxalement étrangères à la définition endogène de la profession. Enfin, les faveurs du public. La question de la réception n'étant pas le sujet de notre recherche, celle-ci sera abordée à travers l'histoire de la conquête du long-métrage, qui est la véritable condition de visibilité de ce cinéma, public, mais aussi historique, critique et professionnel. À la tension traditionnellement de mise, lorsqu'il s'agit de cinéma entre art et industrie, ou encore la dichotomie entre cinéma d'auteur et cinéma commercial, nous avons substitué une autre question, celle du monopole légitime de la parole culturelle. Elle permet d'explorer l'esthétique et les statuts sociaux d'un art en voie de légitimation, ainsi que les effets de sa transformation en sphère esthétique autonome, d'un point de vue conjointement esthétique et social. Cette ambiguïté structurelle a favorisé une approche en termes de champ, particulièrement adaptée pour un art dominé, exploité et ignoré, qui connaît les mêmes luttes pour le pouvoir et la définition de son objet que d'autres champs culturels en voie de légitimation. Notre approche du champ favorise la question de l'autonomie, par rapport à l'État, au marché ou au cinéma de prise de vue réel. L'exercice de la socio-jeunesse permet de dresser la biographie sociale de cet art. Comment se nomme-t-il? Où sont ses territoires? Quelles activités l'occupent? Quels sont les réseaux d'acteurs qui le constituent? Quels sont les rôles respectifs de ses fabricants et du système économique et social qui le rend possible, visible et viable? Dans la double relation entre l'état du champ de l'animation à un moment donné et les trajectoires professionnelles de ceux qui s'y investissent, nous décrivons la plasticité d'un cinéma qui s'adapte, s'organise et se réorganise en fonction du modèle culturel et politique qui s'en empare. Au cours de cette trajectoire, le rôle des pouvoirs publics est considérable. Il est courant de mettre les succès récents de l'animation française au crédit d'une politique publique ambitieuse et volontariste, mise en place par le ministère Lang en 1983 dans le cadre du plan Image. Nous cherchons de fait à déterminer les effets de cette politique sur le cinéma d'animation français. On ne peut pas nier qu'elle lui donne les moyens de sa survie, mais dans quelles conditions et avec quelles conséquences formelles sur la production? Rendre compte de la politique publique de soutien au cinéma français implique donc d'analyser les mécanismes qui ont contribué, au fil du temps, à fixer les canons d'une culture cinématographique d'État et à modeler l'image de la production cinématographique nationale en distinguant les œuvres dignes d'être subventionnées ou pas. En nous inspirant de ce programme, nous examinerons donc les changements qu'introduit une politique publique dans les propriétés formelles des œuvres. Si le fonds de soutien aux œuvres existe depuis André Malraux, c'est avec Jack Lang qu'apparaît la nécessité d'agir sur l'ensemble du secteur, notamment le secteur privé. Le soutien d'œuvres, de structures et d'entreprises par le CNC est un outil majeur de modélisation du secteur. À travers l'étude de sa politique générale, nous pourrons analyser quel visage l'État désire donner au cinéma d'animation français. Pour quelles raisons le cinéma d'animation apparaît subitement dans le champ de la politique cinématographique publique, en 1983? Les politiques publiques ont-elles une idée de ce qu'est ou doit être le cinéma d'animation? Cette idée a-t-elle évolué entre 1980 et 2010? Nous tenterons de comprendre les ressorts et fondements d'une politique en faveur du cinéma, ses retombées et ses limites. Cette étude proposera donc une analyse des acteurs en concurrence pour la définition de ce qui est artistique et de ce qui ne l'est pas,
et des mécanismes économiques et sociaux de construction de la valeur du cinéma d'animation. Les auteurs qui ont été très présents dans la mise en place de la politique du cinéma français ont-ils le même rôle dans le cinéma d'animation ? Sans aller jusqu'à une sociologie systématique des conditions pratiques d'exercice du métier, nous en dresserons les contours généraux en fonction des périodes. Déterminer les pratiques successives ou concomitantes de l'animation, pour savoir lesquelles sont majoritaires, minoritaires, et soutenues ou décalées par rapport à la norme en vigueur. La question nous a semblé indissociable de l'étude de la politique publique. Comme le formule Jean-Marc Lèvrateau, producteurs, distributeurs, auteurs constituent, en même temps que des fonctions techniques dans la division du travail cinématographique, des figures publiques illustrant chacune un type d'investissement dans l'activité cinématographique. Nous interrogerons leurs critères artistiques de définition de la profession et de ses œuvres, pour voir s'ils rejoignent ceux des institutions. La construction de la posture d'auteur de films d'animation sera particulièrement mise en lumière. Depuis la figure tutélaire d'un Paul Grimaud, victime d'une incompréhension assassine des institutions, selon certains, à un Michel Oslo devenu trésor national, la trajectoire professionnelle et sociale du réalisateur dit quelque chose de celle de son art. Comment ses œuvres et leurs auteurs influent sur les politiques ? L'apparition d'instances comme les syndicats, les événements de diffusion ou les associations représentatives ont-elles un rôle de contre-labellisation ? La profession fait-elle évoluer la politique publique ? La réalité de ce cinéma est-elle autant le fruit de ses résistances que des stratégies de ceux qui l'orientent, l'organisent et le hiérarchisent ? Entre labellisation et jugement de goût des politiques publiques d'une part, et plasticité et résistance de la profession d'autre part, un troisième terme est indispensable à cette articulation théorique entre monde de l'art et expertise publique, la question de l'œuvre. L'analyse esthétique de la grande masse des œuvres d'animation peut-elle légitimement se réduire, comme pour les œuvres photographiques, à la sociologie des politiques qui les produisent, des fonctions qu'ils leur assignent et des significations qu'ils leur confèrent ? Nous faisons le choix d'étudier les grands courants esthétiques et formels de l'animation française, qui n'étaient pas sans tradition ni exigence avant que les pouvoirs publics se penchent sur elle, pour mieux comprendre comment elle résiste et réagit aux injonctions nouvelles et mutations dont elle est l'objet. Dès lors, le cinéma d'animation est-il réellement le parent pauvre du cinéma, comme sa mythologie le suggère ? Si oui, quand cela a-t-il évolué, pourquoi et quels sont les effets d'une reconnaissance progressive sur les œuvres produites ? L'œuvre est un outil crucial de notre approche. Comme le souligne Pierre Bourdieu, l'espace des produits et des producteurs constitue deux traductions de la même phrase. Nous approcherons donc non seulement un monde de l'art spécifique, mais aussi les œuvres, le style, les thèmes et productions diverses qui en sont issus, pour voir s'il s'en dégage un paradigme esthétique dominant, et si les films proposent des traductions cinématographiques aux problèmes socio-économiques qui se posent à leurs producteurs. Question de méthode. La période choisie permet d'embrasser un large demi-siècle d'animation, qui n'a pas été encore envisagée de façon globale. L'analyse des politiques publiques sur 60 ans autorise une analyse génétique s'appliquant aussi bien aux principes d'action et aux instruments mobilisés qu'aux institutions. Pourquoi l'État s'est-il intéressé à l'animation ? Quelles évolutions politiques, sociales et économiques expliquent de tels mouvements ? La politique publique a-t-elle été construite avec la profession ou impulsée d'en haut ? Quelle a été l'influence des nouvelles images sur le cinéma d'animation français ? À partir de quand peut-on parler d'une école française ? Autant de questions que seule une archéologie du champ peut amener à résoudre. L'approche macrosociologique permet de décrire le champ organisationnel de l'animation dans les 3 premiers chapitres. Elle favorise la synthèse de tous les formats et genres de l'animation, pour mieux comprendre les circulations d'auteurs, d'images et de tentatives créatives de la série au court-métrage, et de la période underground à l'âge industriel. Il est en effet pertinent de relativiser l'existence de 2 secteurs régulièrement distingués et opposés, celui du cinéma d'auteur et celui du cinéma commercial, 2 mondes particulièrement peu étanches dans l'animation. Nous avons préféré une approche globale, du format publicitaire au long-métrage, en passant par le court-métrage d'auteur et la série télévisée. Du point de vue des acteurs, les allers-retours sont également fréquents.
Le CNC répond autant à des injonctions économiques sectorielles liées au marché qu'à des impératifs de diversité et de renouvellement de la création. Par ailleurs, le pôle professionnel est évidemment loin de répondre uniquement à des logiques artistiques. La question n'est pas de savoir si le cinéma d'animation tout entier est orienté par l'un ou l'autre pôle, l'art ou l'industrie, mais de comprendre en quoi la tension pratique et permanente entre ces deux pôles permet d'assurer la production et évaluer l'impact de cette tension sur les films produits. Quant aux deux chapitres finaux, ils font appel à la sociologie des œuvres. Ils offrent non pas tant un passage à l'analyse purement interne des œuvres, qu'une circulation pragmatique entre analyse interne et externe, destinée à dégager une problématique commune aux auteurs évoqués, c'est-à-dire un espace des possibles, système de prise de position différentes par rapport auquel chacun doit se définir. Cette méthode compréhensive nous permet d'aborder la manière dont les auteurs inventent une position esthétique qui répond partiellement à une problématique économique et sociale. Elle aide enfin à établir une cohérence entre des réalisateurs traditionnellement considérés comme des individualités irréductibles, qui seraient propres à l'art de l'animation, une vision qui entrave tout point de vue critique, historique et systématique nécessaire à son autonomisation définitive. Observation et démarche d'enquête. Cette recherche a été menée dans le cadre d'un contrat CIFRE, Convention industrielle de formation par la recherche, au sein de l'Association française du cinéma d'animation, AFCA, une structure soutenue par le Centre national de la cinématographie CNC, qui assure depuis 1971 la promotion du cinéma d'animation autour de 3 pôles: diffusion, publication, ressources. Ce dispositif a permis un contact intense et immédiat avec le terrain. En effet, l'association, qui compte parmi ses adhérents et son conseil d'administration tous les représentants du petit monde de l'animation, depuis l'amateur éclairé jusqu'au réalisateur, en passant par le producteur, le diffuseur, le programmateur, et tous les métiers qui constituent la chaîne de fabrication, offre une porte d'entrée royale et un sauf-conduit efficace pour la mise en contact avec les acteurs du champ, qu'elle soit informelle ou suscitée. L'appartenance à l'AFCA a rendu possible la circulation dans les studios, ateliers, festivals et couloirs d'institutions, ainsi que dans des lieux et moments de réflexion et de rencontres riches en informations. Cependant, on ne peut ignorer la question de la partialité induite par cette position, puisque l'AFCA constitue également un acteur historique de la constitution du champ en France et, comme nous le verrons, tout sauf neutre. Nous étions engagés dans une approche culturelle, associative et auteuriste, au sein d'un secteur où la vision industrielle et économique est largement prédominante. Cela dit, ce biais spécifique est si prégnant qu'il est impossible de ne pas en être informé de façon radicale et régulière. C'est peut-être là justement ce qui fait la force d'une position évidemment partiale au sein du terrain. Elle expose immédiatement les partis pris fondamentaux du milieu. Contexte bibliographique et historiographique. La reconstitution socio-historique s'est nourrie du dépouillement des archives de l'AFCA, qui permettent de reconstituer à la fois son histoire, celle des différentes associations qui l'ont précédée ou accompagnée, et les parcours de nombreux réalisateurs et studios ayant participé aux festivals organisés par la structure, des fonds de la Bibliothèque du film de la Cinémathèque française concernant le Festival d'Annecy et l'AFCA, de la Bibliothèque nationale de France, le fonds de ressources administratives du CNC et les archives de l'INA, notamment le fonds d'archives écrites versé par Jean-Pierre Gézéquel, économiste et chercheur à l'Institut national de l'audiovisuel de 1987 à 2005. Toutes les revues consacrées au cinéma d'animation ont été dépouillées. Le bulletin de l'ACA, 5 numéros d'octobre 1958 à avril 1959, puis de l'AFCA, de 1972 à 2011, les 52 numéros de Banc-Titre, le magazine du cinéma graphique et de Animation, de 1978 à 1985, les 5 numéros de Fantasmagorie de 1979 à 1981, les 3 numéros d'Animatographe en 1987, la lettre de l'image d'octobre 1983 à novembre 1987, 47 numéros, enfin, Animation World Magazine, magazine spécialisé en ligne depuis 1996, a fait l'objet de requêtes systématiques concernant la France. Parmi les sources non spécialisées,
Le bulletin d'information du CNC a été sondé de 1947 à 1985, et les articles concernant l'animation dans les cahiers du cinéma ou positifs ont été systématiquement consultés. Outre ce travail d'archive, l'enquête a dû prendre la voie de l'analyse des discours de l'État et de la profession quand ils existent, à travers des documents et rapports de littérature grise, mais aussi des entretiens historiques et biographiques avec quelques acteurs stratégiques, et un travail d'analyse biographique d'auteurs et de studios, ou encore de reportages et documents audiovisuels. Le visionnage d'un certain nombre d'échantillons de films, enfin, était indispensable. La totalité des longs-métrages français d'animation, mais aussi une partie significative des courts-métrages produits en France. Ce travail à la source était indispensable pour l'exploration d'un champ très lacunaire en termes bibliographiques. Le corpus existant est encore marqué par une ambition encyclopédique, ou le plus souvent hagiographique. Pourtant, le constat de l'historien Gianalberto Bindasi selon lequel il s'agissait en 1985 de la littérature historico-critique qui est parmi la moins riche de toute la bibliographie cinématographique, ne peut plus être reproduit en 2015. Cependant, si l'on reprend la typologie de Jean-Marc Levrato concernant les 5 manières de faire de l'histoire de l'art, celle du cinéma d'animation n'aurait pas dépassé la 3e étape. La plus riche est la première, celle des mises en récit des vies d'artistes, biographie de Paul Grimaud, de René Laloux, de Valérian Borovtchik, d'Alexandre Alexeff. Les autobiographies et paroles ou textes de réalisateurs fournissent aussi des sources précieuses, comme les entretiens réalisés en bonus de certaines éditions DVD dans les années 2000. Autre source utile, les rapports de professionnels sur l'évolution du secteur, qui font des états des lieux de loin en loin depuis les années 1980, notamment 3 dossiers spéciaux des dossiers de l'audiovisuel, mais aussi les travaux du SPFA ou du CNC. La deuxième approche la plus fournie est une histoire des traits techniques, peu utilisée dans notre recherche, sauf pour des aspects tels que l'image de synthèse ou les aspects pratiques de la production. Enfin, une histoire de l'art esthétique a vu le jour à partir du début des années 1960, timidement d'abord, puis de façon plus fournie à partir des années 1990 avec les premières thèses universitaires. Celle d'Hervé Joubert-Laurencin propose notamment une réflexion sur la nature et la naissance même du concept de cinéma d'animation en France. Le développement d'une histoire scientifique de l'art, qui procède par inventaire, fiches, monographies et enseignements systématiques, demeure cependant lacunaire, de même que la phase contemporaine, définie par Jean-Marc Levrato comme une histoire culturelle qui justifie la qualité artistique de l'œuvre par la richesse de l'interprétation qu'elle autorise pour le spectateur. Quelques exceptions cependant dans le domaine français, du praxinoscope au cellulo. Un demi-siècle de cinéma d'animation en France, 1892 à 1948, dresse un bilan historique tenant compte du rôle majeur de la production publicitaire et de commande dans cette histoire française, tout comme le DVD Le film d'animation publicitaire en France, 1912 à 2007. Le numéro de Cinémaction paru en 1989 offre également des éclairages historiques précis. Une filmographie avait été établie de façon pionnière en 1983 par Raymond Maillet. C'est le premier demi-siècle qui est le mieux exploré, notamment depuis la thèse qui lui a été consacrée récemment par Sébastien Roffa. Pour la suite, des ouvrages pédagogiques et monographiques édités par les enfants de cinéma offrent des points de vue précieux. La plupart des ouvrages abordent le cinéma d'animation sous un angle international et panoramique. Or, nous ne nous penchons sur la dimension internationale que lorsqu'elle influe sur la situation française. Notre enquête se concentre sur un modèle inexploré, qui se définit en creux par rapport aux 2 grands pôles mondiaux japonais et américains. Le manga, la cinématographie de Miyazaki, ou même le studio Toei sont objets d'un culte qui trouve ses justifications dans de nombreux travaux. De même, le cartoon puis l'épopée disneyenne revivifiée par Pixar est l'objet de toutes les attentions. Le modèle canadien de l'Office national du film, très spécifique, a été également bien décrit. L'Europe en revanche, et la France en particulier, n'ont fait l'objet d'aucune approche dédiée, à part celle citée pour le premier demi-siècle des pionniers. Notre thèse est un premier effort pour cerner ce vide critique, esthétique et scientifique qui appelle pour le moins la curiosité. Chapitre I Enquête de dignité.
Durant presque un siècle, 1892 à 1982, le cinéma d'animation s'efforce d'exister, matériellement et symboliquement, au même titre que son frère cadet, le cinéma de prise de vue réelle. Or ces tentatives semblent régulièrement condamnées à l'échec, à tel point qu'un rapport de l'Association française du film d'animation, AFCA, conclut en 1982 que l'animation française n'existe pas. De fait, le premier âge du cinéma d'animation est une histoire d'initiative privée. L'État ne se préoccupe du cinéma d'animation que de loin en loin, lors de la Seconde Guerre mondiale, pour pallier le retrait des productions américaines, puis au lendemain de la guerre pour soutenir des événements initiés par des associations, telles que les Journées internationales du cinéma d'animation à partir de 1956. Le 7e art bis se construit dans les petits studios parisiens qui tentent leur chance, et d'où émanent à la fois les films, leur éco-critique et les initiatives destinées à les faire connaître. Celles-ci se font de plus en plus audacieuses et précises, depuis les Journées du cinéma qui sillonnent la France dans les années 1950, jusqu'à l'installation d'un festival international et spécialisé à Annecy en 1960. C'est le temps des héros et des inventeurs, qui édifie un véritable système artistique, transformant progressivement le sous-champ subordonné au cinéma de prise de vue réelle, en champ à part entière. Mais cette autonomisation, marquée par l'apparition de formations qui renouvellent la population des animateurs, et la volonté d'organisation professionnelle, contient aussi les premiers ferments de discorde. Ils contribueront à l'éclatement et à la complexification du milieu. Nous examinerons donc comment se construit, se définit et se fait connaître une petite communauté qui, d'un ou deux inventeurs au début du siècle, ne compte pas plus de 500 artistes et artisans lorsque les pouvoirs publics décident de s'y intéresser, à l'issue de cette lente maturation. 1. Le temps des héros, 1950 à 1981. Malgré le dénuement, le manque de reconnaissance et les destins tragiques de nombreux artistes, depuis les pionniers maudits jusqu'à l'artiste maudit par excellence que représente Bertolt Bartosch, le premier demi-siècle de l'animation française est aussi celui du bouillonnement artistique d'une bohème parisienne extrêmement prolifique. Les bases d'un modèle français se mettent en place et marqueront durablement ce cinéma bis. Qualité du graphisme primant sur le mouvement, art publicitaire autant que de spectacle, influence plastique plus que narrative. Le gouvernement Vichy lui donne sa première chance d'organisation semi-industrielle. Ce gouvernement pose les bases d'une certaine continuité étatique, puisque l'objectif imputé par Sébastien Roffa au régime vichiste, rattraper le retard américain et imposer un style français, est la base de toutes les politiques mises en place par la suite. Le bilan de cette première politique publique est en demi-teinte, et repose essentiellement sur la figure désormais tutélaire de l'animation française, Paul Grimaud, symbole de l'autonomisation vis-à-vis du grand frère américain. Mais si cet achèvement est en point de suspension, l'explosion du studio des Gémeaux en 1953 ne laisse planer aucun doute sur ce que René Laloux appelle la fin de cette période des pionniers. Comme l'a démontré Hervé Joubert-Laurencin, la véritable conquête d'autonomie débute en 1956, avec le premier festival international spécialisé, les Journées internationales du cinéma d'animation, JICA. Si le cinéma d'animation français commence par se définir contre le modèle américain dans son premier demi-siècle d'existence, il doit encore s'affirmer à côté et hors du cinéma de prise de vue réelle. A. Amateurs et passionnés. La reconnaissance publique, au sens large du public des spectateurs et des pouvoirs publics, du cinéma d'animation est l'œuvre d'amateurs et spectateurs passionnés qui s'intéressent en premier lieu aux problèmes épineux de sa diffusion. Ces découvreurs entrent en scène à une période où ce cinéma, comme le court-métrage en général, est à peine diffusé, si ce n'est en avant-programme dans les salles, depuis la loi du 26 octobre 1940 confirmée par la loi du 6 août 1953 instaurant la prime à la qualité. 1. Des journées du cinéma aux journées de Tours. Dans la France de l'après-guerre, deux Bordelais passionnés de cinéma d'animation, André Martin et Michel Bauchet, surnommés plus tard les frères Kamerazov, réussissent à nourrir leur intérêt grâce à un véritable travail d'archiviste de la pellicule. Les deux compères fréquentent assidûment les cercles de ciné-club, à Bordeaux puis à Paris, tout en faisant leurs premières armes dans la publicité,
l'édition ou la radio. Comme le raconte Bernard Clarins, c'est au ciné-club du quartier latin qu'il rencontre Pierre Barbin, animateur du ciné-club de Versailles qui accueille en 1951 leur première initiative commune, une semaine de cinéma. Elle suscite la bienveillance du directeur du Centre national de la cinématographie CNC, Jacques Flo, qui accordera son aide au projet d'une association qui ferait, sur le modèle de leur réalisation versaillaise, la promotion du film en France. L'Association française de diffusion du cinéma, AFDC, mieux connue sous le nom de Journée du cinéma, est présidée par le cinéaste Roger Lénart qui avait collaboré avec Paul Grimaud sur Son petit soldat, 1947. Pierre Barbin en est le délégué général, André Martin et Michel Baucher les délégués adjoints. Certaines séances sont consacrées au cinéma d'animation, des matinées enfantines composées de dessins animés, et un festival international du dessin animé pour les adultes. Mais l'initiative demeure généraliste, comme en témoigne le comité de patronage, panachant des intellectuels tels que Jean Cocteau ou Jean Mitry, et des figures du cinéma d'animation comme Alexandre Alexeff ou Mario Loduca. Les deux amis bordelais publient dans les cahiers du cinéma ce que Hervé Joubert-Laurencin a qualifié de « manifeste de programmateurs militants » pour annoncer l'événement. Les premières journées ont lieu à Troyes en 1953, puis dans de nombreuses villes de France, dont Annecy en 1955. Avec l'assentiment du directeur du CNC, et sur la sollicitation de la préfecture d'Indre-et-Loire, l'AFDC crée dans la foulée les Journées internationales du film de court-métrage de Tours, 1955 à 1969, au cours desquelles une séance est consacrée aux nouveautés mondiales du film animé. 2. Cannes, un acte de naissance. C'est ensuite vers Cannes, mecque du cinéma, que l'équipe des Journées du cinéma se tourne pour y introduire son cheval de Troie dédié à l'animation. La FDC bénéficie d'un allié dans la place puisque Paul Grimaud est membre du jury du festival. Les Journées internationales du cinéma d'animation, JICA, ont lieu pour la première fois en 1956 à l'occasion du 9e Festival de Cannes, dans la petite salle du Palais des Festivals. Ce premier événement international spécialisé dans l'animation comprend 6 séances thématiques, une exposition et un congrès. 2 gestes fondateurs ont lieu simultanément lors de cet événement, comme le signale Hervé Joubert-Laurencin, la création d'une tribu et l'émergence du vocable cinéma d'animation. En premier lieu, il s'agit de faire se rencontrer les artisans du cinéma d'animation du monde entier. En effet, même les professionnels ont rarement l'occasion de voir le travail de leur pairs. Comme le rapporte un journaliste, Jiří Trnka discutant avec Stephen Bosusto et découvrant le cinéma américain de recherche et les routes nouvelles ouvertes par le Canada, c'est un événement. À cet égard, les JICA sont une réussite. Jamais encore un aussi grand nombre de réalisateurs image par image ne s'étaient retrouvés ensemble, note Henri Moret, l'un des futurs promoteurs du Festival d'Annecy. Et André Martin exulte. Jusqu'à présent, les rencontres entre réalisateurs de différents pays ne pouvaient être qu'accidentelles, privées et unitaires, survenues à l'occasion de voyages entrepris pour d'autres films. Ces premières journées internationales du cinéma d'animation ont marqué la fin de ces contacts accidentels et préparé des relations permanentes. L'Institut des hautes études cinématographiques, IDEC, organise le premier congrès international du cinéma d'animation. Les délégués des écoles et spécialistes de 16 pays discutent des problèmes spécifiques à l'animation dans les pays représentés. La France, le Japon, l'Italie, le Canada, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'URSS, la Yougoslavie, l'Allemagne, la Tchécoslovaquie et la Pologne. De nombreux réalisateurs renommés sont présents. Lev Atamanov et Ivan Ivanov-Vano, URSS, Karel Zeman et Jiří Trnka, Tchécoslovaquie, Stephen Bosusto, États-Unis, et pour les Français Henri Gruel, Paul Grimaud et Alexandre Alexeff. Tout en faisant sécession avec le reste du festival, en affichant un lieu, un programme et des événements distincts, ces personnalités créent un lien nouveau entre elles. René Laloux en atteste également. Beaucoup plus qu'un prétexte pour montrer le travail de jeunes réalisateurs intransigeants, le festival continuera d'être un instrument d'information et de rencontre dans un contexte où l'art de vivre avait une grande part. Tribu, mouvement ou corporation,
un petit monde se reconnaît et pose durant le congrès les bases de problématiques communes à leur art. L'une de ces problématiques est celle d'une définition commune. L'expression cinéma d'animation vient supplanter le trop parcellaire dessin animé qui était de mise jusqu'ici. Cette expression permet de réunir les artisans de différentes techniques dans le même mouvement, mais elle opère surtout un changement de classe sémantique. De simples techniques, celles de l'animation du dessin, on désigne désormais un art à part entière comme le signale Hervé Joubert-Laurencin. Alors le nom distinctif est proféré, cinéma d'animation. Impossible, avec ce nom, de ranger ce qu'il représente comme c'était le cas avec dessin animé ou film pour enfants ou film de marionnettes, parmi les genres du cinéma. Il semble revendiquer d'être lui-même un cinéma à part entière. Les films d'animation ne forment pas un autre cinéma ou l'autre cinéma, mais bien l'autre du cinéma. Cette évolution sémantique trouve son expression officielle dès 1957, dans une déclaration de principe concernant la nature, la valeur et la portée du film d'animation. Elle le définit principalement par opposition à la prise de vue réelle dont les œuvres échappent, dans une certaine mesure, au contrôle de la volonté créatrice. Les auteurs affirment non seulement l'antériorité historique de l'animation sur le cinéma direct, mais également une forme de supériorité dans la capacité créatrice. L'animation est le seul ART intégral du CINEMA. Parce que les animateurs exercent un pouvoir absolu sur la forme, la couleur, la texture, le mouvement et le son de leurs films. Parce que les films d'animation sont entièrement créés de la main des hommes, la photographie n'y jouant qu'un rôle accessoire et même facultatif. Parce que les événements qu'ils présentent n'ont jamais eu lieu, ne reconstituant rien, ils sont inventés par les hommes dans leur totalité. Parce que dans l'animation rien n'est fortuit. Parce que l'animation est la forme les plus hautes de l'emprise de l'homme sur le destin. Emprise qui lui permet de conduire à sa guise des mondes dont il crée les formes ainsi que les lois qui les régissent. L'animation ne libère pas les hommes de leur biographie, mais de leurs univers. Le cinéma d'animation ne doit plus être confondu avec le cinéma direct. Le cinéma d'animation se défait ici symboliquement de sa deuxième subordination structurale, celle qui le reliait au cinéma direct. Sa quête de dignité a avancé d'un deuxième pas considérable. 3. Annecy et l'ASIFA. Ces deux actes fondateurs, semblables à un baptême qui institue à la fois le nom et l'appartenance à une communauté, permettent de prolonger l'élan des Journées de Cannes par le choix d'un lieu spécifique pour les rencontres. Les animateurs du Ciné-Club d'Annecy, dont l'attention avait déjà été suscitée par les Journées du cinéma qui avaient eu lieu dans leur ville en 1955, proposent de créer un festival à Annecy, à l'occasion de l'anniversaire de son annexion par la France en 1860. Premier ciné-club créé en France, émanation à la libération de peuple et culture, il est alors l'un des plus importants du pays, avec plus d'1 millier de membres. Son président, Henri Moret, réussit à convaincre le député-maire Charles Bosson et son adjoint aux Beaux-Arts et à la Culture, le docteur Paul Servetat, d'accueillir une manifestation culturelle spécialisée. La première édition annécienne a lieu en 1960 sur des bases assez analogues aux Journées du court-métrage de Tours. Tous genres, toutes techniques et compétitives. Cette fois encore, les réalisateurs du monde entier sont au rendez-vous. Parallèlement aux projections, un congrès réunit des cinéastes de 18 pays. L'état du cinéma d'animation dans chacune des nations participantes est exposé, et c'est durant ces colloques que naît l'idée d'une vaste association. L'ASIFA, Association internationale du cinéma d'animation, fondée par un groupe de réalisateurs ayant pour but de renforcer la présence de l'animation dans le monde du cinéma et de donner aux animateurs un outil de représentation. Son premier président est Norman McLaren, symbole de la reconnaissance d'une animation non disneyenne depuis la Palme d'Or du film d'animation obtenu à Cannes en 1955 pour Blinky Blank. Ce groupe de réalisateurs passionnés tient un rôle important durant les 10 années qui suivent, non seulement dans la construction du Festival d'Annecy, mais aussi à travers un système de patronage, à travers l'élaboration d'un règlement définissant comment un festival international doit traiter les réalisateurs et les films. L'ASIFA s'est battue pour une représentation apolitique des films dans les festivals, pas de programmes nationaux,
position très courageuse dans le contexte de guerre froide qui régnait à l'époque. La SIFA partageait également la volonté d'Annecy de faciliter les relations Est-Ouest. En forgeant la communauté internationale de l'animation, la SIFA a fortement contribué au développement du Festival d'Annecy, qui devint rapidement le rendez-vous officiel de l'animation. La SIFA contribue également au développement du Festival d'Annecy, d'une façon très pragmatique, en mettant en place un calendrier international des festivals. Les JICA étant biennales, les rencontres ont lieu alternativement, une année à Annecy et la suivante à Mamaia sur la mer Noire, en Roumanie, pour que les festivals ne se gênent pas les uns les autres. Ainsi le Festival d'Annecy pourra se développer sans aucune concurrence pendant de longues années, grâce à l'arbitrage international de la SIFA. Si la structuration d'un espace social consacré à la culture s'opère en France au tournant du XIXe siècle, pour le cinéma d'animation c'est cette deuxième moitié des années 1950 qui est décisive. Grâce au travail pionnier des transporteurs, chercheurs et contrebandiers, on assiste à un élargissement de la base sociale du cinéma d'animation, qui dynamise la création d'institutions d'échange et de diffusion, de manifestations de présentation et de promotion, festivals et centres d'information qui commencent, un effort de désignation et de repérage. JICA, ASIFA. Ces nouvelles institutions signalent l'autonomisation nouvelle du cinéma d'animation par rapport à son encombrant grand frère cinématographique. La genèse du festival et l'organisation de la diffusion du cinéma d'animation sont donc le fait d'une communauté de passionnés représentatifs de cette période d'apogée des ciné-clubs en France. Elle trouve un appui dans la bienveillance du CNC, mais aussi dans l'enthousiasme d'un réseau international de cinéastes dont les liens sont d'autant plus forts que leur assise nationale est fragile. B. L'autonomisation. Parallèlement à ces gestes fondateurs, la France est pionnière dans la mise en place d'organismes représentant spécifiquement l'animation nationale. Le A de animation continue à se décliner avec l'AFDFA, l'ACA, et enfin l'AFCA, qui sont les interlocuteurs privilégiés du CNC. Par ailleurs, le milieu commence à se dessiner non seulement en tant que communauté artistique, mais également professionnelle, avec la mise en place du premier syndicat du secteur. 1. Une représentation institutionnelle. C'est à l'occasion des premières rencontres internationales du cinéma d'animation à Cannes que l'Association française pour la diffusion du cinéma, AFDC, porteuse des fameuses Journées du cinéma, se spécialise et devient l'Association française pour la diffusion du film d'animation, AFDFA, qui reçoit le soutien du CNC. Aux côtés de l'AFDFA, essentiellement préoccupée par sa mission de diffusion et de promotion des films, née en 1957 une structure également associative, censée représenter directement la profession, les artistes et amis du cinéma d'animation, ACA, essentiellement préoccupés des problèmes professionnels des praticiens du film d'animation. Autour de Paul Grimaud, Henri Gruel et Arcadie qui composent le bureau, les membres du conseil d'administration sont Alexandre Alexeff, Berthold Bartosch, Omer Bouki, Jean Image, Jean Jably, Gilles Métral. Soit tout ce que l'animation compte de force vive, sans distinction de tendance ni de niveau, comme le signale élégamment André Martin. Il faut que l'ACA réunisse les princes du publicitaire, les roitelets du film plural, ceux qui sont entrés dans l'histoire comme ceux qui entreront dans la carrière, les lions devenus vieux et ceux qui veulent tout casser. Le siège de l'ACA est officiellement transféré au 21 rue de la Tour d'Auvergne, dans le 9e arrondissement de Paris, le 26 octobre 1961, où elle partage un même local avec l'AFDFA, mais aussi des moyens et des objectifs consanguins. Un rapport moral datant probablement de 1960 indique que l'action de l'ACA, d'abord souterraine, a été relancée en septembre 1958 lorsque M. Jacques Flo, directeur du CNC, a bien voulu promettre son appui et permettre la nomination d'un secrétaire administratif employé à mi-temps pour susciter une activité publique de l'association. Et ce grâce à l'appui des Journées du cinéma. Un budget de 1959 mentionne en effet ce curieux montage administratif, sous la forme d'un prêt de l'Association française pour la diffusion du cinéma, le reste des subsides de l'ACA étant assuré par les cotisations. Ce budget précise que cette situation est temporaire,
et que l'AFDC ne peut éternellement équilibrer notre budget. Mais pour l'heure, le rapport moral est positif. Il note une bonne fréquentation des séances du club, qui fait des envieux à l'étranger et des articles dans la presse, et s'est établi comme un lieu de rencontre entre les cinéastes d'animation de passage en France et les cinéastes français. Sorte de ciné-club du cinéma d'animation, les jeudis du musée Guimet proposent en effet les premières et uniques séances plus ou moins régulières consacrées à l'animation hors festival. Quant au bulletin, il poursuit la volonté d'information initiée au Congrès et à l'exposition de Cannes. Au cours des 5 numéros publiés entre octobre 1958 et mars-avril 1959, on trouve un petit index de l'animation française qui très lentement fait le recensement de nos hommes et de nos œuvres et que nous espérons bien éditer quelques jours, et des articles critiques signés Paul Grimaud, André Martin ou Alexandre Alexeff. Enfin, le rapport moral de l'ACA mentionne l'action de l'association auprès des autorités cinématographiques, notamment sous la forme d'un projet soumis au directeur du CNC et au ministre d'État chargé des Affaires culturelles, au sujet du système d'aide au cinéma. Ce que réclament les artistes et amis du cinéma d'animation, c'est une loi d'aide spécifique à l'animation. En effet, après l'euphorie passagère des premières rencontres de Cannes, au cours desquelles d'aucuns remarquaient la sympathie et l'intérêt suscités auprès du public, de la presse et des pouvoirs publics, les amis du cinéma d'animation constatent le chemin qu'il reste à parcourir, notamment en termes d'intervention des pouvoirs publics. Malgré de nombreux succès, dus à quelques entreprises isolées et audacieuses, le cinéma d'animation est en voie de disparition en France, pays qui lui a pourtant donné naissance. En 1971, une section française de l'ASIFA est créée. D'abord ASIFA France, elle prend le nom d'Association française du cinéma d'animation, AFCA, 3 ans plus tard, élisant pour président Paul Grimaud, ce qui signale son hérédité avec l'ACA, mentionnée comme association professionnelle, ancêtre de l'AFCA, dans l'encyclopédie du court-métrage français. L'AFCA est bien la continuatrice de l'ACA. Multifonction, elle défend sa profession mais a aussi un rôle prédominant de réflexion et de diffusion. Raymond Maillet, copain de régiment de Michel Bauchet, retrouvé au cabaret de la Rose Rouge, avait grossi les troupes des Journées du cinéma. Il devient délégué général de la toute nouvelle structure, mais également directeur du Festival d'Annecy, en succédant à Pierre Barbin en 1971. 2. Un syndicat sans lutte des classes. Cette structuration institutionnelle trouve sa traduction professionnelle, la définition des différents postes nécessaires à la production d'une œuvre animée. Petit à petit, les profils d'inventeurs polyvalents ne sont plus la norme, il existe aussi des petites mains et des techniciens plus ou moins spécialisés apparaissent. Même lorsque le réalisateur assume toute la fabrication, de l'écriture au montage, certaines tâches sont déléguées aux traceuses gouacheuses, poste traditionnellement féminin, et aux intervallistes, soit le bas de l'échelle. Michel Oslo lui-même trouve son premier poste en tant qu'intervalliste sur un long-métrage sorti en salle en 1975, La Genèse. Le poste est si peu reconnu qu'il ne figure pas dans les fiches techniques les mieux renseignées. En revanche, un décorateur ou un directeur d'animation sont des collaborateurs proches du réalisateur. Entre les deux, les équipes d'animation et d'exécution des décors qui permettent de faire ses armes avant de gravir les échelons. Au sein de ces équipes, tout le monde n'est pas à la même enseigne, comme le rappelle Paul Grimaud lui-même au sujet de la première équipe conséquente montée en France, au Gémeaux, pour la fabrication de la bergère et le ramoneur au début des années 1950. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.